Quand on parle de travaux, il y a les chiffres, et les chiffres, c'est toujours quelque chose qui parle, évidemment. Alors Château-Gaillard, sa restauration sur 5 années, c'est 100 000 heures de travail, c'est 300 ouvriers, c'est 40 entreprises, c'est 12 entreprises du patrimoine vivant et métiers d'art. On est ici dans les premiers jardins de la Renaissance française qui ont été conçus par Don Pacello de Mercoliano pour le comte du roi après la première campagne d'Italie, qui se tient en 1496, 10 000 chevaliers, un peu rustaux, qui s'en vont conquérir les villes et les cités italiennes. Alors les textes disent qu'ils furent subjugués par tant de beauté nouvelle. Effectivement, ils conquièrent les villes et les cités italiennes et ils découvrent des choses merveilleuses, de la couleur, beaucoup de perspectives nouvelles et une ambiance qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir au sein des jardins. Alors, on a recréé ici à Château-Gaillard, redécouvert en 2011, complètement par hasard, il y a 10 années, sous la végétation et dans la jungle, on a découvert ce domaine royal conçu par le plus célèbre jardinier de son temps. Pacello de Mercoliano était l'architecte jardinier de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier. Personnage tout à fait étonnant qui a conçu l'Arte del Verde. Alors là, nous allons dans les jardins du roi. Alors nous voilà arrivés devant l'entrée des jardins du roi. Alors l'entrée des jardins du roi, eh bien, vous avez ici cette arche tout à fait étonnante, dont vous apercevez que le sol était plus bas, de 80 cm. Regardez les colonnes ici, eh bien ces colonnes, on a dû les dégager puisque le sol a remonté en 500 ans de plus de 70 cm. Alors cette arche, elle est tout à fait étonnante, on l'appelle l'arche au dauphin. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des petits dauphins sur les chapiteaux des colonnes de chaque côté. Cette arche date de 1500, elle est donc extrêmement ancienne, c'est un exemplaire tout à fait unique, et elle marquait l'entrée dans les jardins du roi. Jardin du roi qui était à l'époque clos, comme vous apercevez la végétation qui a été replantée pour marquer ce jardin. Le jardin faisait 1 hectare. 1 hectare qui devait accueillir en jardin clos, eh bien, tout simplement le paradis terrestre. Alors le paradis terrestre, eh bien, vous allez le découvrir, c'est rare, profitez-en. On peut passer sa vie à conquérir le paradis, à trouver son paradis. Le rôle du maître jardinier à l'époque, et de Pacello en particulier, c'était de reproduire le paradis terrestre pour le compte du roi. On entre au paradis, donc on rencontre Ève, évidemment. Alors pour comprendre Château-Gaillard, il faut absolument regarder derrière moi et voir l'incroyable architecture et élévation de ce palazzotto à l'italienne, très particulier et d'un genre tout à fait nouveau. Je vous rappelle qu'on est dans un moment où on a finalement la maîtrise de la construction des châteaux forts. Or, ces Français qui vont partir en Italie vont découvrir les palazzotti à l'italienne. Tous ces petits palais, ces villas, ces villeggiatura, comme on dit en Italie. Et vous en avez un très bel exemple ici, construit dès le retour de Charles VIII en 1496. Alors regardez, double meneau au rez-de-chaussée, double meneau au premier étage. Regardez la corniche, à quadruple frise, à rosette, à fleurons, à tresse et à coquille. Elle fait 25 mètres de long, mais surtout elle fait 1,20 m de haut, unique en son genre dans sa qualité de sculpture. Les lucarnes qui montent, et regardez, les chapiteaux des lucarnes sont sculptés des deux côtés. Et puis si vous regardez les chapiteaux des meneaux du premier étage, fenêtres qui font 4,90 m de haut d'un seul tenant, 5,50 m de hauteur sous plafond à chaque étage, c'est haut, parce qu'il faut que ça impressionne les visiteurs, les ambassadeurs du roi. Donc on est sur une façade orthonormée, à la bramante, à 4 travées, d'architecture extrêmement élégante et classique. Et puis on aperçoit la tour octogonale sur la gauche, mais surtout on aperçoit quoi? Le rocher. Le rocher qui est derrière, le château n'est pas collé au rocher, il est décalé du rocher de 5 mètres. Et Château-Gaillard, c'est un vallon de 300 mètres de long, de 35 mètres de haut, plein sud, et c'est un lieu de confluence. On a
la source et la rivière qui se jettent toutes les deux dans la Loire à Château-Gaillard. Lieu de confluence extraordinaire et merveilleux pour pouvoir implanter les jardins du roi. Du soleil, abrité, et de l'eau. Charles VIII, ça lui fera dire que l'hiver ose à peine s'aventurer au Château-Gaillard. Alors nous voilà devant l'orangerie. Alors vous allez me dire, une orangerie en façade d'un château, c'est extrêmement rare. Oui, et pour cause. Une orangerie est toujours déportée ou déplacée dans le parc. Et là, on a affaire à une limonaya. Une limonaya, à Naples, c'est une grotte dans laquelle on va effectivement implanter des agrumes et des orangers. Et cette limonaya, elle ne s'appelle pas encore orangerie. Alors elle va être en plein centre, en pleine façade du château, parce que Charles VIII va vouloir acclimater les premiers orangers en France ici. Pacello ramène avec lui des orangers amers, des bigaradiers, et il va les acclimater pour la première fois en France, ici à Château-Gaillard. Il ne peut pas les planter dans le sol, donc il va inventer ici les caissettes d'empotage, qu'on appelle les caisses à orangers. Très probablement des barriques coupées à 1/3, dans lesquelles on vient planter les orangers. Parce que les barriques, il y en a plein, on est dans une région de vin, que ça se roule et qu'on peut facilement les rentrer dans les grottes en hiver, donc c'est assez pratique. Je ne sais pas quelle est l'influence des tanins sur les orangers, peut-être y en a-t-il un peu. En tout cas, c'est une technique tout à fait étonnante. Plus tard, on ira vers des caisses que vous connaissez, les caisses à la Versailles, plus traditionnelles, carrées. Mais au départ, on a affaire à des barriques. Alors l'orangerie, elle va accueillir les premiers orangers en France, les orangers de Pacello. Et donc il va falloir les mettre en majesté. Et je vais vous raconter l'histoire des orangers. Dans l'orangerie, vous allez voir la chose. Ce qui frappe, c'est vraiment les 3 baies que vous voyez ouvertes là. À l'époque, il n'y avait pas de verre. On était dans une technique de fermeture et de protection par du tissu, du lin, du chanvre trempé dans la cire qui permettait de se protéger du froid. C'est seulement, je rappelle que le verre est créé, on va dire le verre vénitien date de 1461, donc on n'utilise pas de verre encore à ce moment-là. On va utiliser vraiment, comme vous le voyez là aujourd'hui d'ailleurs, regardez, des rouleaux, soit de noisetier, soit de cornouiller, pour se protéger. Mais ça permet d'accueillir dans des conditions optimales l'orange, qu'on appelle à l'époque la pomme d'or. Et la pomme d'or, c'est le fruit défendu, c'est le fruit du jardin d'Éden. On va monter dans l'orangerie et vous voyez qu'il y a une élévation. L'orangerie est haute par rapport au château. Ça monte beaucoup tout ça. Et l'orangerie est vraiment un acte particulier parce que vous êtes au paradis terrestre et on va en parler. Alors l'orangerie de Pacello, vous voyez que c'est une orangerie tout à fait particulière, très haute, faible largeur, et avec une perspective étonnante puisqu'on est sur vraiment plein sud. Le rocher apporte de l'humidité naturelle, le soleil du sud apporte de la chaleur. Les deux font des conditions absolument optimales pour pouvoir évidemment cultiver des orangers. Alors, cette première orangerie à l'époque, elle est donc ouverte, et regardez sur quoi elle ouvre. Elle ouvre vraiment sur les 4 fleuves du paradis, l'eau, le vin, le lait, le miel et la fontaine de jouvence au milieu qu'on appelle la Fontana de la Giovinezza. Alors pour comprendre le site de Château-Gaillard, derrière moi, vous voyez les terrasses sur 300 mètres, l'élévation du château qui n'en finit pas, et puis la verdure partout autour. C'est vraiment un joyau, un écrin dans la verdure. Alors ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de bâtiment du 17, du 18, du 19, a fortiori du 20e. On est dans un bâtiment construit de 1500 et qui n'a pas bougé. C'est tout à fait intéressant et tout à fait curieux parce que l'architecture est intacte et elle est là, blanche, dans son tuffeau d'origine, sans avoir été du tout retouchée. Alors nous voilà dans la chapelle non restaurée du château. C'est la dernière pièce qui n'a pas été restaurée. Alors lorsqu'on arrive ici
en 2011-2012, tout est à peu près dans cet état-là, vous allez voir les contrastes ensuite. Voilà Château-Gaillard, au moment où nous arrivons, eh bien, la végétation est omniprésente partout. Regardez la fontaine que vous avez vue tout à l'heure. Le château que l'on aperçoit à peine. Et puis, à titre anecdotique, la petite annonce où l'on lit avant, le château d'origine 16e, et toute l'histoire du château, bien entendu, Charles VIII, Louis XII, François Ier, le cardinal de Guise, et de lourds travaux sont à prévoir, tant sur le château que sur le parc et les jardins. On ne croyait pas si bien dire. On est dans une jungle urbaine, une sorte de friche à part entière. Le château est caché, masqué, les 15 hectares sont infranchissables par des barrières successives, et il va falloir élaguer, désherber, plus de 800 arbres vont devoir être abattus pour pouvoir retrouver la totalité de la perspective. Regardez l'orangerie de Pacello qui est transformée en fort à la Vauban dans les années 1900. Voilà. Et donc il faut absolument tout nettoyer. On aperçoit ici les élagueurs, et puis on va travailler toute la structure extérieure, les réseaux bien entendu, avec des effondrements de coteaux, cela va de soi, c'est tout à fait normal quand on fait des vibrations, et donc c'est un travail qui va durer 5 années au total. On retravaille beaucoup de maçonnerie extérieure, le bâti et le non bâti, tout est à reprendre, et il ne faudra pas moins de 60 maçons pendant 5 mois pour refaire juste les terrasses du château. Les façades, la toiture vont être refaites évidemment, le chauffage, l'électricité, la plomberie. On a la chance d'avoir une jolie carène avec une charpente de 1519 qui est intacte en chiffres romains. L'autel de la chapelle, qui est l'autel d'origine de la Renaissance, qui est magnifique. Vous apercevez cette fine ciselure un peu partout avec des rinceaux de la Renaissance, et puis le buste de Marie là-haut, car cette chapelle est consacrée à la Vierge Marie le 15 août 1515 par Yves Mailleux, qui est confesseur d'Anne de Bretagne. 15 août 1515, c'est pas dur à retenir, c'est sous le règne de François Ier, et cette chapelle est consacrée aux 11 000 Vierges et à Marie. Alors, elle présente à ce moment-là, tout là-haut, une grande plaque de marbre qu'il n'y a plus, et dont on aperçoit le texte en latin qui est à ce niveau ici, qui raconte l'histoire de cette chapelle tout à fait étonnante. La glorieuse Vierge Marie est dans le même autant un autel maître qui enferme les reliques de 11 000 vierges. Alors voilà l'autel dont on parle, qui aurait renfermé les reliques de 11 000 vierges. Alors peut-être dans cette chasse se trouve-t-elle, mais je la referme aussitôt parce qu'on ne va pas déflorer les 11 000 vierges. Quand on parle de travaux, il y a des chiffres, et les chiffres, c'est toujours quelque chose qui parle, évidemment. Alors Château-Gaillard, sa restauration sur 5 années, c'est 100 000 heures de travail, c'est 300 ouvriers, c'est 40 entreprises, c'est 12 entreprises du patrimoine vivant et métiers d'art. Et les chiffres donnent le tournis, 8 000 tomates, 8 000 vitraux, 35 000 moellons de tuf, 220 pots de peinture, 180 tonnes de béton, 300 mètres de poutres en chêne, et ainsi de suite. On est sur quelque chose de tout à fait titanesque et pharaonique, 10 chantiers en permanence pendant 5 ans, 10 mois par an. Voilà la réalité de la restauration de Château-Gaillard. Ça ne s'arrête pas là. Là, on a parlé du bâti, mais il faudrait parler aussi des jardins. Et les jardins sont consubstantiels de l'harmonie et de l'équilibre de l'ensemble. Alors, les jardins de Château-Gaillard, les premiers jardins de la Renaissance, ont fait l'objet d'une restauration considérable, l'orangerie incluse, les serres incluses, et là, on va faire appel à tout un ensemble d'artisans, de paysagistes, pour arriver à quelque chose. Alors voilà, 120 tonnes de gravier du Loir, 4000 mètres de sentiers, 1200 mètres de tranchées, 800 souches d'arbres, 1200 rosiers, 4000 petits houx, 300 mètres de terrasse, 900 mètres de berges consolidées, voilà, et 240 orangers du Mexique. Vous voyez un peu la restauration des jardins, ça a été étonnant. C'est d'autant plus étonnant qu'en 2016, eh bien, 8 jours après la fin des jardins, se produit la crue du siècle. Cette crue du siècle va engloutir les jardins de Château-Gaillard d'1,80 m pendant 48 heures et quasiment nous faire penser que le travail a été anéanti. Pas du tout.
il n'y a pas de boue, c'est que de l'eau, ça sort en 48 heures et le lieu retrouve son âme. On fait appel à des sculpteurs sur bois, sculpteurs sur pierre, des céramistes, des vitraillistes, des billardiers, des fresquistes. Tous les corps de métier sont appelés pour travailler à Château-Gaillard et pour arriver à remettre en valeur l'ensemble des décorations et des décors. Alors, la chaux est teintée à la terre de Sienne. Et regardez par exemple un échantillon ici. On va faire des essais de couleurs, et ces essais de couleurs, eh bien, on va les laisser sécher sur les murs pendant presque 6 mois pour voir comment l'humidité, l'hygrométrie va agir sur le pigment naturel. Et ensuite, on choisira les teintes en fonction de ce vieillissement naturel. Alors, vous êtes ici sur une maquette de Château-Gaillard en 1500. Alors, c'est une maquette qui a pris 1000 heures pour être faite, et alors elle est étonnante puisqu'elle montre le jardin clos avec ses murs. Vous voyez, que l'on a aujourd'hui refait en végétation, mais à l'époque, c'était des murs hauts. Et les textes du XVIIe nous décrivent ces murs hauts, avec le pavillon d'Adam et Ève au milieu, la fontaine de Jouvence que vous trouvez là-bas, et puis donc l'ensemble avec le pont-levis qui n'existe plus aujourd'hui, les jardins patchelliens sur cette partie que vous voyez là, et surtout cette muraille qui complètement enfermait le site de Chasteau-Gaillard. Chasteau-Gaillard qui vient du latin Goliardus qui veut dire forêt virile. Goliardus devient Goliard à l'époque mérovingienne, Goliard devient Gaillard à l'époque médiévale, et puis à la Renaissance, Chasteau-Gaillard, le lieu où l'hiver ose à peine s'aventurer, comme le disait Charles VIII, eh bien Chasteau-Gaillard garde le nom de Château-Gaillard car il appartient à la couronne royale. Alors on change complètement d'ambiance, on a quitté les jardins, on a quitté la chapelle et on arrive dans le château intérieur avec cette restauration complète du lieu que l'on a totalement mené. Alors on va peut-être commencer par les vitraux. Les vitraux racontent une histoire, et c'est ça qui est très important. Ils sont tirés des livres d'heures d'Anne de Bretagne, de Jean Bourdichon et de Charles VIII. Et regardez ici le banquet de chasse. Alors ce banquet de chasse, eh bien, c'est un vitrail, un médaillon qui, aux Émaux, il faut 3 mois pour réaliser un médaillon entre le début et la fin. Et vous avez 36 couleurs sur un médaillon, 3 mois de cuisson progressif, c'est très long. C'est un travail très, très complexe. Ici, vous avez la fontaine de Jouvence. La fontaine de Jouvence, on reconnaît Château-Gaillard avec les Jouvenceaux et les Jouvencelles qui se baignent nus dans la fontaine pour acquérir la beauté et la vie éternelle. Alors, les Français, lorsqu'ils arrivent en Italie, ils sont surpris par la couleur, surpris par l'art de vivre, surpris par une ambiance qui est une ambiance très nouvelle pour eux et qui n'est pas médiévale du tout. Alors, cette pièce a été complètement redécorée pour apporter l'ambiance qui pouvait régner à cette époque. D'abord, les murs à la chaux teintés à la terre de Sienne. Ça crée une ambiance que vous voyez très, très douce, très, très rosée, évidemment. Et puis, on l'a totalement remeublé, le château, avec des objets étonnants. Regardez le coffre de mariage de François Ier et de la reine Claude. Sculpté sur toutes ses faces, à l'effigie de François Ier et de la reine Claude. Et puis, je voudrais vous montrer une table étonnante, une table de vigneron. À motif pompéien. Alors, Louis XI, à Amboise, a créé un jeu que l'on connaît tous et qui s'appelle le billard. Alors, il a mal au dos et il demande à ses artisans compagnons menuisiers de lui réaliser un jeu de croquet sur table. Alors, le croquet sur table va donner naissance au billard. Vous avez ici un exemple de billard avec un style totalement Renaissance, il est de 1860, il est signé de chez Hyacinthe à Lyon et il est en noyer massif. C'est une très jolie pièce de dimension intéressante. On a ici
des meubles, on a remeublé complètement Château-Gaillard en meubles gothiques et Renaissance, parce qu'on n'allait pas le meubler dans une autre époque, c'est son époque. Donc ici, vous avez un très joli décor d'époque Renaissance, très finement sculpté, avec ces paillis d'ornementation Renaissance, et puis, bien sûr, le blason des rois de France à la fleur de vigne. On a ici une paire de vases de Blois qui sont des Blois d'Ulysse. Quand les Français partent en Italie, ils utilisent du grès et de l'étain. Ils arrivent en Italie, ils découvrent la majolique. La majolique, c'est ce qui va donner naissance aux différents arts de la faïence. Vous en avez un bel exemple ici. Et la faïence de Blois, le bleu Ulysse, est très très beau et connaît un grand succès au XIXe, mais ce sont les Italiens qui, par la majolique, ont initié cet art de la couleur sur la faïence. Alors là, vous avez un tableau qu'on vient d'acquérir de Venise, qui est très étonnant. Regardez, c'est une scène de gondole bachique. Et cette gondole bachique, avec de très jolis personnages, des vêtements merveilleux, très richement vêtus, totalement en habit de la Renaissance, qui arrivent sur la place Saint-Marc. Et regardez au milieu ce que l'on trouve. Eh bien, on trouve un plat d'oranger. C'est très rare, c'est un tableau du XVIe, et comme je vous le disais précédemment, eh bien, on n'a pas le droit de représenter l'orange à ce moment-là, la pomme d'or. Alors nous voilà dans le salon Louis XII, salon Louis XII qui est le salon de l'hermine et du porc-épic que vous retrouvez sur la cheminée. L'hermine qui est le symbole d'Anne de Bretagne, de même que la licorne, et le porc-épic qui est le symbole de Louis XII, dont la devise n'est pas « qui s'y frotte s'y pique », contrairement à ce que l'on pense, mais de près ou de loin. Et regardez le porc-épic que vous avez là-bas, eh bien les épines du porc-épic, il peut les projeter loin pour gêner ses prédateurs. Et c'est bien l'idée, de près ou de loin, Louis XII peut vous atteindre de près ou de loin. On a ici une galerie de portraits, d'illustres, qui sont les propriétaires de Château-Gaillard, à commencer par Charles VIII dans son plus bel atour au retour de l'Italie, et puis Louis XII, son cousin qui va lui succéder, avec leur épouse commune, Anne de Bretagne. C'est la seule reine de France à avoir été la reine de 2 rois de France. Elle prendra d'ailleurs la licorne comme symbole de sa vertu. Et puis ici, vous avez le cardinal de Guise. Alors lui, il se présente à la papauté, il échoue à une voix près. Les Italiens vont le surnommer il Papagallo. Papagallo, ça veut dire pape gaulois, en langage profane, mais aussi perroquet. Alors il va prendre le perroquet comme son symbole à partir de ce moment-là. François II, le jeune François II et Marie Stuart, qui passeront leur nuit de noces ici à Château-Gaillard. Voilà, donc on a toute une galerie de portraits. Le petit Charles Orlan, qui est un des enfants de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, leur préféré, il décédera à 3 ans et ils n'auront aucun héritier. C'est pour ça que Louis XII va leur succéder. Et puis vous avez ici d'illustres propriétaires, les derniers en date, après les rois de France. Vous avez Max, le doge de Venise, que vous avez vu tout à l'heure, et ici Coumi, le chevalier, qui a été tous les deux dessinés par une peintre vénitienne. Les vitraux, là encore, montrent une évolution assez importante de l'ambiance lumineuse à la Renaissance. Et vous apercevez une scène tirée de Jean Bourdichon qui présente Louis XII et Anne de Bretagne dans une salle privée du château et avec derrière un petit espion caché derrière le meuble. Vous voyez, à l'époque, les vitraux racontent une histoire, c'est une bande dessinée. Prenez ici la représentation du Paradis, qui est une plaque de marbre du Palazzo Pitti, avec 12 couleurs de pierre et qui présente donc le paradis terrestre, avec ses oiseaux, ses fruits merveilleux, ses grappes de raisin. C'est une plaque tout à fait étonnante. Et puis, quand on parle de l'Italie, on parle évidemment de la majolique et des faïences polychromes de l'Italie. Alors on a acquis récemment une très très jolie pièce, c'est une avant-première, puisqu'on ne l'a jamais montrée. Cet hiver, on a trouvé le buste d'Arcimboldo qu'a commandé Christian Dior pour sa collection. Et ce buste d'Arcimboldo représente l'été. Alors, l'hiver existe toujours et il a été vendu par Sotheby's dans les années 1985.
mais les 2 autres saisons ont disparu. Et donc, ce buste est tout à fait exceptionnel de facture, et vous voyez cette faïence de Ravello polychrome tout à fait étonnante, avec la tête en ananas. Au fond, vous avez une crédence en bois doré avec un marbre sur lequel repose le porc-épic. Et cette crédence vient du château de Charles Aznavour, avec la vente qui a eu lieu récemment. Là, vous avez une très belle tête de reine de France qui a la caractéristique, elle est du XIIIe siècle, une caractéristique d'avoir le sourire coupé. Car à l'Inquisition, eh bien, on coupe le sourire des femmes, l'image du diable. Alors je vous disais que quand les Français arrivent en Italie, ils sont tout à fait subjugués par la couleur. Regardez ici, sur le vestibule, l'ensemble des fresques de couleurs, des soubassements en carton, sur carton Renaissance, qui sont faits en pigments naturels, en couleurs, dans l'esprit, jusqu'aux plats qui surprennent les Français avec ces plats polychromes en majolique absolument fabuleux et qui racontent la moisson l'été. L'Italie, c'est aussi la surprise, la découverte des orangers qui vont venir ici pour la première fois. Regardez ce que ça donne en vitrail quand on a un alignement d'orangers issu d'une pièce du début du XVIe siècle. Alors on arrive dans la salle à manger du cardinal de Guise. Regardez la cheminée qui est tout à fait étonnante. On est vraiment 4 ans après Christophe Colomb. Et les indigènes avec les cornes d'abondance qui sortent de la tête des indigènes. Les bouffons, les griffons. On est dans une ambiance complètement païenne. Donc on succède de sacré, passe au profane. L'art des marchands italiens s'impose aussi dans la sculpture. On le voit dans cette qualité de cheminée. Cette pièce a une histoire. Elle est la pièce de la salle des conciliabules qui vise à déjouer la conjuration d'Amboise. Alors on est en 1560, guerre de religion, et ici le roi de France, François II, Marie Stuart, Catherine de Médicis vont se réunir ensemble pour déjouer la conjuration d'Amboise. Les protestants veulent soustraire à l'influence, on va dire, de l'Église, le jeune roi François II. Qui est fils de Catherine de Médicis. On va se réunir longtemps, en parler beaucoup, et on va finir par décréter, sur la base des recherches qui sont faites par l'escadron volant de Catherine de Médicis, qu'il faut arrêter tous ces protestants. Ils vont être 1200, et il va leur arriver quelque chose. La première, Saint-Barthélemy. Ces 1200 protestants vont être arrêtés dans la forêt d'Amboise un peu partout, et puis vont finir malheureusement pendus, décapités, à la queue leu-leu, voire jetés dans la Loire. 1200 personnes dans une ville qui compte 3000 habitants, l'atmosphère devient pestilentielle et 3 jours après, eh bien, la cour quitte évidemment cette ambiance, s'en va à Chenonceau, d'où Catherine de Médicis va diriger la France depuis son petit cabinet vert. Je vous montre une pièce de majolique. Voilà un Albarello du XVIe. Là encore, regardez un peu la beauté qui surprend ces Français. Et là, vous avez ces très grands plats, tout à fait étonnants, qui sont aussi très nouveaux et qui surprennent et qui font que l'art italien est très en avance sur les autres à cette époque. La partie haute de la pièce a été décorée par une tenture d'une vingtaine de tapisseries des personnages de la Commedia dell'arte, car la Commedia dell'arte commence à ce moment-là, et vous le savez, elle a pour mission de distraire l'aristocratie et le roi, mais de se moquer aussi des personnages. À titre d'anecdote, regardez Pantalone, il a la même tête quasiment que le cardinal de Guise. Alors nous voilà dans une des cuisines du château, qui est la cuisine du XVIIe siècle. On aperçoit la très grande cheminée avec sa batterie de cuivre et les chaudrons immenses, vous voyez un peu
le jeu de chaudron tout à fait étonnant en cuivre ou en laiton, bien entendu, mais aussi à cette époque-là, il ne faut pas oublier que voilà, on n'est pas en porcelaine, on mange sur les tranchoirs ou dans l'étain, qui est l'outil traditionnel pour la cuisine. Les enfants boivent de la bière à ce moment-là. On ne leur sert pas d'eau parce que l'eau est impure à la consommation. Regardez cette magnifique armoire à l'hermine et à la fleur de lys d'époque Louis XII, au bitume de Judée et à l'ocre rouge. Voilà. Et puis là, ici, vous avez une pièce tout à fait étonnante avec les cuivres suspendus. Pour les amateurs et les gourmands, vous avez ici une chocolatière avec un moule à gâteau, bien entendu, et puis là, une archelle. Une archelle du XVIe, très sculptée, finement sculptée. C'est une pièce très rare, très intéressante, car il n'y en a plus beaucoup. Avec ici un décor en noyer massif, à la douceur merveilleuse du bois, et toujours les poutilles, les lions, les cornes d'abondance, les grenades, les raisins qu'on retrouve dans toute la sculpture de la Renaissance, bien entendu. Encore une majolique, regardez une jarre de Ravello, étonnante, polychrome, toujours dans l'esprit de ce que l'on trouve en Italie, un peu partout. Alors, à cette époque-là, on mange les choses les plus près de Dieu, c'est-à-dire des oiseaux, évidemment. C'est la nourriture noble, par définition, plutôt que les racines ou les légumes. Ça va de soi. Donc on va toujours célébrer ces animaux comme ça qui s'élèvent et qui sont plus près de Dieu. On boit peu d'eau, on consomme du vin coupé, évidemment, et puis on mange sur cette table auprès de l'âtre. Vous avez vu aussi un élément intéressant, c'est nous sommes en grotte. On est en troglodyte, Château-Gaillard, c'est 18 grottes et troglodytes, les unes derrière les autres. Et ces grottes et troglodytes, regardez l'état, elles ne sont pas pulvérulentes, elles sont en très bon état, parce que c'est un rocher au sud. Ça fait partie du miracle de la survie de Château-Gaillard, de ne pas avoir des grottes humides. La cour médiévale. La cour médiévale, on a quitté la Renaissance, on est revenu au Moyen-Âge, et dans cette cour médiévale, évidemment, on a toutes les traces du château fort d'origine qui était à la place de ce château Renaissance. À commencer par regarder le rocher, comment il évolue, il monte, et là vous voyez la tour qui flirte avec le rocher, mais qui ne touche pas le rocher. Car si le château avait été construit contre le rocher, eh bien, il ne serait plus debout aujourd'hui. On circule toujours par l'extérieur à cette époque-là. Et là, vous avez les corbeaux, on les aperçoit bien au premier étage et puis au deuxième étage. Le deuxième étage soutenait la toiture, le premier étage soutenait la charpente tout simplement d'un couloir d'extérieur qui permettait de circuler d'une pièce à l'autre. On va aller voir la pièce la plus ancienne du château. Voilà une tour en vis. Une tour en vis monumentale qui date du XIIIe siècle et qui est construite sur un noyau central avec une envolée tout à fait impressionnante, la pierre la plus longue faisant 4 mètres de long, et c'est une tour de défense puisqu'on dégaine son épée de haut vers le bas. Ici, on a l'Angélé qui nous dit bonjour, évidemment, et puis plus on monte et plus ça se corse. Là, on a le sanglier, l'animal bien connu à cette époque-là, et plus vous allez monter, et plus vous allez vous rapprocher de chimères qui représentent le diable. Vous en avez une ici, dites bonjour au diable. On a cette envolée qui n'en finit pas, qu'on aperçoit partout ici, et regardez, qui tourne sur un pignon complet. Cette tour en vis monumentale est évidemment beaucoup plus celle d'un château de défense de type Périgord qu'un château de la Loire. Alors vous avez la vue sur les grands parterres et les jardins du roi, avec la fontaine de Jouvence et les 4 fleuves du paradis, et puis cette perspective qui fait que si on se décale, on voit cette
cette perspective, cette percée étonnante. Et puis on aperçoit les terrasses au loin qui ont été restaurées complètement. Et là, regardez, vous avez le reste de la muraille de Château-Gaillard. C'est le seul morceau qui reste. Alors, on est sur 1,50 m de largeur, d'épaisseur, c'est beaucoup. Et on voit bien la puissance de cette muraille à l'époque. Est aujourd'hui un refuge très agréable pour les abeilles. Alors, bienvenue dans la boulangerie du château médiéval de Château-Gaillard. Vous voyez l'ambiance qui règne dans cette pièce du XIIIe siècle qui a très peu bougé finalement entre sa cheminée et puis ces différents éléments, le lit dans son alcôve qui est tout à fait surprenant, et puis une ambiance complètement troglo car il y avait une vie troglodytique dans Château-Gaillard du fait que le lieu était comme ça adossé au coteau et avec 18 grottes qui se succèdent les unes aux autres, certaines d'habitation, mais toutes avec une destination particulière. Alors, on vous attend toute l'année. Château-Gaillard est ouvert toute l'année, une fois que le Covid aura fini de sévir. Et venez flâner, venez dormir sur les chaises longues, venez vous restaurer entre les cyprès et les orangers. Le plus italien des châteaux de la Loire vous accueille avec bonheur de 11 h à 19 h tous les jours.